Ben, bonsoir tout le monde et bienvenue à l'écran Concordia. C'est notre toute première projection à vie ici. Et je suis vraiment content. D'une part, je reconnais à peu près aucun des visages qui est ici ce soir. C'est signe que les gens qui sont ici, c'est pas juste des fans de Fantasia, mais des gens qui sont venus pour prendre connaissance de cette expérience-là. Je suis curieux, à main levée, combien étaient là à l'Expo 67? How many of you were here at Expo 67 by raising your hands? That's so fucking nice. I'm a big fan of Expo 67. I was only 5 years old, but we spent the whole summer there. And actually, my pass is still my passport picture from 67, so from the Expo 67. So I'm very proud of this. I remember le Girotron. I remember the Labyrinthe. I remember so many things. But most of all, I'm very happy to... tonight, what you'll see, so, ce que vous allez voir ce soir, c'est un documentaire qui a été produit ici à Montréal par l'équipe des productions de La Ruelle. Je vous l'ai présenté tout à l'heure. Ça s'appelle Expo 67, Mission Impossible. 97% probablement des images que vous allez voir dans ce documentaire-là sont exclusives. Ils ont été jusqu'au fond des archives de la Bibliothèque nationale pour vous trouver des images d'archives. Vous allez revivre un moment magnifique. Mais avant ça, on a une surprise pour vous. Donc, c'est une compilation de 12 courts-métrages de 1 minute chacun. Donc, vous aurez 12 courts-métrages d'1 minute. Ça s'appelle The World of Man. Donc, il y avait une grande compétition pour l'Expo 67 et plus de 40 pays avaient répondu à l'invitation. Et la compétition était simple. On demandait de faire des films sans dialogue qui ont comme thème la Terre des hommes. So what you're about to see tonight is a competition where about 40 countries applied and gave 1 minute film. The condition, there was only 2 conditions basically. It needs to be a non-dialogue movie and it has to have the theme Man and His World. And these films actually were shown for the first time at the Montreal World Film Festival in '67. Then they traveled with Easy Rider all through the United States. And then they went to Cannes, they went to Berlin with these 12 films, and then they disappeared entirely, probably because they're 1 minute film. I don't know why, but they disappeared. So tonight will be the first time in 47 years that you'll see these films that were made and custom made, especially for Expo 67. And as a surprise, I have tonight with us, and he will talk to you for a few minutes, a tremendous human being. I just met him. The man actually produced It Happened at the World Fair with Elvis. He actually worked for years at Merv Griffin. He actually met Martin Luther King. I mean, how's that for life? I mean, I've met Takeshi Miike and I think I'm someone. He met Martin fucking Luther King. Come on, this is a life everybody would want to lead. And so therefore, without further ado, I want you to give a warm welcome to the architect of the 12 films you're going to see. He actually found the 12 films himself. He actually remastered them himself. And he actually is trusting us for the first time to show these films again as a world premiere. So I want you to give a warm welcome to Mr. Albert Fischer, ladies and gentlemen. That's the only French you're going to hear from me tonight, I'm afraid. This film, The World of Man, came about because I had been the head of television and movies for 2 World's Fairs before Expo. The one in 1962 in Seattle and in 1964 in New York City. And the people behind Expo 67 asked me if I would become the United States consultant on movies and television for Expo, which I was thrilled to be able to do. And I always had this idea that, particularly at that period of time, in the 1960s and the late 60s, that some of the most creative film work that was being done any place in the world was actually in the form of 1 minute television commercials. So I came up with this idea to have people from all walks of life, from all over the world, make a 1 minute, 60-second commercial. But instead of being about a product,
It would be their interpretation of the theme of Expo, Man in His World. And the only restriction was 60 seconds in length, and their interpretation of the theme, and that it had to be in an international language. So these 12 films you're going to see have no language spoken. So you could show it to businessmen in Zurich and Aborigines tribes in Australia at the same time, and they would all understand it. So the only word actually that's spoken in this film is in one film that came from Russia, and the word is pretty international. It's mama. Otherwise, everything is done in an international language, to the point that when Columbia Pictures released my film as a motion picture short, they released it with the movie Easy Rider, and it played all over the world. And this film won all these world film festivals. And then at one of the films, it was seen by a very important man who called me one day. I'm in my apartment in New York, and the phone rings, and the lady says, "Could you hold for the secretary?" I had no idea who the hell the secretary was. Somebody's secretary in their office. And this man comes on with this very nice accent, and he says, "Mr. Fisher?" I said, "Yes." He said, "This is Utant. I'm the Secretary General of the United Nations, and I saw your film, and this year is the 25th anniversary of the United Nations, of the founding of the UN. And this film is so symbolic of what the United Nations stands for that I would like your permission to show the world of man to the entire General Assembly for the 25th celebration assembly of the UN." So of course I said, no, and so they showed it. So actually, Mark, you're off by a couple of years, because in 1970, for the 25th General Assembly, it was shown, but only to that elite audience. So all of you are going to see this short 15-minute film now for the first time since I originally put it together back in 1967, and it played in '69. And one of the things I want you to think about as you watch it, knowing how long ago these films were made, is how much the message that all these filmmakers, and they range in age from about 18 was the youngest, and 87 was the oldest. You'll see one film that's an animation of a man and a woman having a fist fight with each other. And the only sound you hear is a thumping sound. And this man, Izzy Klein from New York, did this on Pentel pens on typewriter paper with a little 16mm camera. And the audio is him hitting the desk with a ruler. And he made this for $15. And all of these films still resonate today with the same powerful message, and in many cases, even more so. So I hope you enjoy The World of Man. Thank you. Donc, comme je vous ai expliqué, vous allez voir 12 courts-métrages d'1 minute chacun. Ensuite, nous allons revenir à l'avant pour vous présenter, évidemment, les réalisateurs et l'équipe derrière Expo 67, Mission Impossible. Dans les 12 films que vous allez voir, combien il y en a parmi vous qui se souviennent d'un film italien qui s'appelle Allegro non troppo? Donc, Bruno Bozzetto était un des 12 réalisateurs que vous allez voir ce soir. Moi, en tout cas, ça m'émeut beaucoup. J'étais un gros fan de... En fait, j'ai grandi sur Bruno Bozzetto. Après l'expo, j'ai grandi sur Bruno. Voilà. Donc, ça rime. Et sur ce, ben, je vous reviens dans quelques minutes. Et j'aimerais qu'on applaudisse encore M. Fisher, qui est venu de Los Angeles exprès pour vous présenter ce programme-là ce soir. Et c'est une première mondiale, donc ça fait 47 ans que personne n'a vu ça. Et c'est grâce à lui, c'est votre cadeau. Et c'est pour les 50 ans de l'Expo, les 375e de Montréal. Merci beaucoup tout le monde. À tout de suite.
Écoutez, d'une part, je viens de réaliser que vous êtes plus de 300 à vous être tapé 12 films presque expérimentaux. Je veux d'abord et surtout vous féliciter pour votre courage puis pour votre, ma foi, vous êtes là, puis c'est juste beau. C'est un moment qu'on est en train de vivre en ce moment. Je suis très heureux de le vivre avec vous. C'est pas évident. Vous auriez pu être allé, vous auriez pu être vous auriez pu aller à la ronde, vous auriez pu aller au Juste pour rire. Vous avez choisi de venir à ce moment-là avec nous et ça me touche sincèrement. Deuxièmement, je viens de réaliser que j'ai la job la plus cool au monde. Je suis payé pour rencontrer du monde comme lui pour regarder des films de même. Voilà. Sur ces deux réalisations, nous allons maintenant passer aux choses sérieuses. Expo 67, Mission Impossible. Un documentaire, ma foi, excitant, exaltant. Vous allez apprendre des choses. Même moi, j'ai appris des choses, puis j'ai lu beaucoup sur l'Expo 67. Mais pour vous en parler, donc, j'ai avec moi deux des co-réalisateurs. Donc, j'aimerais qu'on fasse venir à l'écran deux membres des productions de La Ruelle, Guylaine et Éric, mesdames et messieurs. Bonsoir. C'est vraiment touchant de vous voir, justement. C'est la première fois qu'on présente. On a beaucoup présenté le film, qui a été une espèce de succès un peu insoupçonné. On a présenté le film au mois d'avril, la première. Et depuis, les gens veulent le voir et le revoir. On l'a beaucoup présenté, ça nous touche beaucoup, mais c'est la première fois qu'on le montre sous les étoiles. Et voilà, et c'est touchant. Et c'est touchant aussi d'avoir rencontré M. Fisher, avec qui on partage aussi une grande préoccupation pour la paix. Il y a aussi Pierre Jasmin des Artistes pour la paix qui est ici, donc ça me touche aussi beaucoup. Et je vous passe la parole à Éric Ruel, co-réalisateur. Salut tout le monde! Ben, on est content d'être ici. C'est un film qui a beaucoup voyagé quand même. On a fait 8 semaines en salle, qui pour un documentaire c'est extraordinaire, mais on est surtout content maintenant de le présenter ici dehors, devant vous. Fait qu'on va faire ça bref. Il y a Martin qui est ici, Martin Gagnon, qui a travaillé au montage avec moi. Il est ici, Martin. On le salue. Fait que donc, moi, je pense que l'idéal, ça serait de regarder le film, puis après, on s'entretiendra quelques minutes, parce qu'on a peut-être un message de plus à vous livrer. Je pense que ça vaut la peine de rester. Puis je vais dire un petit mot à M. Fisher. Mr. Fisher, thanks so much for being here. It's an honor for us to have met you. Mr. Fisher nous a contactés il y a quelque temps déjà. Il nous a dit qu'il était intéressé à ce que ces films-là reviennent à la maison, donc reviennent à Montréal, puis puissent vivre ici encore et possiblement pour toujours, on l'espère. Et on a créé ensemble une plateforme citoyenne qui s'appelle expo-67.ca, que l'on veut être la mémoire vivante d'Expo, et vous allez voir pourquoi on y tient après avoir vu le film. Thanks again, Mr. Fisher. Et tout le monde, amusez-vous. Bon cinéma. Merci Marc pour l'invitation. Donc, restez après, on pourra faire une séance de questions-réponses. Le film dure juste 75 minutes, fait qu'on a le temps de jaser après. Puis on a des choses à vous montrer. Mais surtout, la semaine prochaine, on a 2 autres films, mercredi et jeudi prochain. Donc, si vous n'avez pas encore vu Colossal, voilà votre chance, ou Ma vie de courgette, ça c'est jeudi. D'ailleurs, je salue Marie-Laurence qui l'a programmé, qui est ici dans la foule. Je ne la vois pas avec les spots, mais je la remercie profondément de l'avoir programmé. C'est d'ailleurs elle qui programme aussi notre programme jeunesse, mon premier Fantasia. Fantasia, c'est une histoire d'une équipe, c'est une histoire d'une gang. J'en profite pour saluer, il y a des gens sur le balcon qui regardent le film et qui nous regardent là-bas. Bonsoir tout le monde. Et sur ce, à bientôt. Merci d'être là. C'est la première fois qu'on fait un film sur cet écran. Vous êtes là en si grand nombre. Pour un programmateur, c'est Noël. Donc, joyeux Noël tout le monde. Bonne soirée et à tout à l'heure. Merci.
Alors, pour ceux qui, évidemment, merci beaucoup d'être venus. Merci beaucoup pour votre écoute quasi religieuse de ce documentaire. Je suis vraiment impressionné. Je vais céder la parole à Eric, en fait. On va fermer le spotlight parce qu'on ne verra pas les mains qui se lèvent, on ne verra pas les questions, on ne voit pas le monde. Je veux vous voir. Donc, vous avez sûrement des questions par rapport au documentaire, la recherche d'archives, n'importe quoi. Pourquoi il y a autant de comptes jaune orange? On va répondre à toutes les questions ce soir. C'est comme vous voulez. Donc, on va commencer par la dame ici. Eric. Bonjour, oui. D'où est venue l'idée? Tout d'abord, c'est Guylaine Marois, qui mène dans les troupes chez nous, qui avait envie d'aller au-delà de ce qu'on connaissait de l'histoire. Et on s'est rapidement demandé qu'est-ce qu'il y avait de plus. En fait, en se mettant à gratter un petit peu, on s'est rendu compte qu'il y avait une histoire qui n'avait pas été racontée, qui était celle de ceux qui avaient fait Expo. Et en fait, tout ce qu'on nous racontait, nous, en fait, on se rendait compte que c'était beaucoup en l'écho. Puis, tout d'abord, donc, si je comprends, est-ce que les gens ont apprécié le film ici? Oui, super. Donc, juste, ça va revenir à votre question, en fait. Juste comme ça, est-ce qu'il y a des gens qui étaient à Expo? Tantôt, on l'a demandé. Y a-t-il des gens qui sont allés à Expo ici? Donc, qui n'est pas allé? En fait, chez nous, 100% de l'équipe n'est pas allé à Expo 67. Fait que déjà, on part de là. Et puis, chez nous, en tout cas, ce qu'on avait envie de savoir, c'était s'il y avait quelque chose de plus derrière ça. Puis rapidement, on s'est rendu compte que oui, il y avait quelque chose de plus et qu'il y avait une histoire peut-être pour s'inspirer aujourd'hui. Donc, on se rend compte maintenant que ces gens-là ont réussi à créer quelque chose en 3 ans et demi, alors que, tu sais, créer les îles, etc., puis chez nous, au coin de la rue, là, ça va être difficile. On a des difficultés chez nous à boucher le trou en avant. Il y a un nid de poule qui revient tout le temps. C'est ça, on n'est pas capable de construire un pont en design. On construit une ville entière, canalisation, électricité, eau courante. Je pense que Montréal a encore des leçons à prendre de l'Expo 67. Excuse, mais voilà. Définitivement. Puis, je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui ont des questions, mais moi, j'ai envie de vous dire 2 choses avant d'aller plus loin. Tout d'abord, nous, on a l'impression qu'avec ce documentaire-là, qu'on pourrait s'inspirer. Est-ce qu'il y en a qui se sont sentis inspirés ici ce soir? Oui. On pense aussi qu'on pourrait inspirer certainement une prochaine génération, des gens qui n'étaient pas Expo et ceux qui s'en viennent. Oui, je pense que ça vous a plu beaucoup, ça, cette idée-là. Fait que chez nous, en tout cas, on se dit que vous pouvez participer à cet effort-là. Puis comment? Ça va être très simple. 2 façons. On a décidé de créer des T-shirts et des DVD, des Blu-ray, en se disant que l'ensemble des profits générés par les ventes irait à 2 objectifs. Un, avec la centaine, voire les milliers d'archives qu'on a trouvées, qui se retrouvent malheureusement pas toutes dans le documentaire, on sent qu'on a une certaine responsabilité, puis on a envie de partager ça avec vous, puis avec la suite du monde. Fait qu'on a créé expo-67.ca, que l'on veut la mémoire vivante d'Expo. Aussi, on s'est dit que ce serait intéressant, peut-être, je ne sais pas s'il y en a certains d'entre vous qui connaissaient les tableaux blancs interactifs dans les écoles. Ce sont de beaux tableaux blancs qu'on a installés au coût de 300 millions de dollars. Mais on s'est dit que ce serait intéressant peut-être d'amener ce contenu-là et tous ces contenus-là pour inspirer une prochaine génération. Donc, vous pouvez faire partie avec nous de ce vent de changement qu'on essaie de faire, un petit pas à la fois, en contribuant, en achetant les produits culturels que l'on vend à l'arrière. Maintenant, est-ce qu'il y a des gens qui auraient des questions? Oui? Vous pouvez crier, on va vous entendre. Philippe II de Gaspé-Beaubien. Son épouse. Son épouse, Nan B. de Gaspé-Beaubien. Nan Bowles, son nom, mais c'est Nan B, c'est devenu son prénom. C'est une Américaine de Boston. Non. Non. C'est son nom composé, Jean-Guy Nan Bowles. De la même façon. Oui. Combien d'heures vous avez passé à regarder les roches avant de faire le film? Je pense qu'il y a trop de nombre d'heures. Oui, il y a un des 2 monteurs, en fait, qui est ici. C'est une bonne question. Combien d'heures? On parle de mois. Ici, à 3 personnes, il y a vraiment un temps assez incroyable pour un documentaire, en fait, produit au Québec.
a passé à trouver des archives. Et en fait, Martin a passé, je ne sais pas, 6 mois à regarder les archives et à en sélectionner. Et ça, c'est une des 3 personnes. Et en plus, des gens qui ont fait la recherche à la Bibliothèque Archives Canada. C'est un travail fou. Rapidement, là, c'est 3 co-réalisateurs, ce qui est plutôt rare. 2 monteurs. Martin, viens. Dont Martin Gagnon. Et moi. Donc, ça va travailler très fort. Et puis aussi, il y a eu aussi, quand même, on parle de 8 recherchistes visuels. Et puis, bon, il a tout donné, hein, Martin? Tu confirmes? Tout à fait. C'est environ 6 mois de montage. Au début, je dirais peut-être 1 mois à juste visionner, classer les photos, les vidéos, écouter toutes les entrevues au complet. Puis après ça, on commence le montage scène par scène. On assemble, on défait, on refait, on jette des scènes. Puis au final, on arrive avec 70 minutes bien tassées. Mais c'est au moins 6 mois de travail depuis le jour 1 jusqu'au dernier jour. Attends ça. Au niveau du montage, parce que la production, c'est plus long que ça, évidemment. C'est plus long que ça. Et considérant que c'est vraiment peu de temps pour un documentaire de ce type-là, on a été, je veux dire, Martin a été d'une générosité, Éric, ça se lève à 3 h du matin et ça travaille 20 heures par... Non, mais pour vrai, je suis désolée, c'est vrai, même chose. Ça a été un peu fou parce qu'on avait une échéance, hein, comme les gars de l'Expo. Il fallait que ça soit prêt au mois d'avril pour célébrer le 50e anniversaire. Et il y a 1 an, en fait, on n'avait pas commencé le montage il y a 1 an. En ce moment, là, tu n'avais pas encore vu les roches, tu n'étais même pas encore dans le projet. Ce qui est, pour un documentaire, c'est assez exceptionnel. Ouais. On a fait ça vite. Ouais. On a une question ici, je vais aller voir avec le micro, ça va être plus simple. Voilà. Moi, j'ai juste une petite question par rapport à quelque chose qui n'a pas été mentionné dans le film, mais à quel point la couverture de l'expo est passée de choses de tout le monde est sceptique à quelque chose qui est rendu positif. Parce que pendant, ça avait l'air bien le fun. 4 mois avant, les gens étaient encore sûrs que ça n'allait pas se donner. Avec toute la recherche qu'on a fait, parce qu'on a fait une recherche aussi dans les journaux, il y a eu la recherche visuelle, mais pour documenter l'histoire, il y a un point tournant en janvier 67. Parce que là, les gens voyaient les pavillons. Et là, les gens, la stratégie d'Yves Jasmin avait fonctionné. Les journalistes l'avaient vu. Et là, les gens étaient déjà enthousiastes. Et il y avait eu des articles qui avaient été aux États-Unis et tout. Donc, évidemment, quand les Américains en avaient parlé en bien, là, tout à coup, au Canada, on a commencé à en parler en bien. Donc, il y a vraiment eu un point tournant en janvier 67. Et la même personne, donc, il y a beaucoup de scènes qui ont été coupées, il y a beaucoup de matériel, puis on aurait pu faire pas mal plus long. Mais le même pas Bill Benté, mais W5, le même type qui était très sceptique et très ironique par rapport au titre d'Expo, le nom d'Expo 67 et qui faisait ses reportages pour dénigrer Expo, mais on avait des images de lui à la fin d'Expo 67 qui dit que, mon Dieu, on a toujours su que ça a été un succès et que c'était pas formidable et on en veut encore, donc ouais. On a le temps pour une dernière question parce qu'on doit évidemment fermer pour 11 heures. Donc, on a le temps une avant-dernière question. Toi, tu as le droit à l'avant-dernière. On va en souhaiter une dernière au plus. La dame à l'arrière, vous méritez une question aussi, je vais aller vous voir. Visiblement, je n'ai pas assisté à l'Expo 67. Je suis venu en 78, mais c'est après l'héritage de l'Expo 67. Tout a été pratiquement détruit après. Qu'est-ce qui s'est passé après ça? Là? Donc, c'est normal que ça se fasse ainsi, en fait, parce que les expositions universelles sont éphémères. Tu as quelque chose à dire? Oui, certainement. Bien, en fait, je tiens à spécifier quelque chose parce que selon le bureau en des expositions, le bureau international en des expositions, le site devait retourner à son état d'origine. Donc, après 6 mois, on devait démanteler, mais là, on s'entend que les îles, elles n'auraient pas pu descendre. En fait, c'est peut-être là que ce serait rendu à Sorel. Mais donc, ça ne pouvait pas disparaître. Donc, il y a eu quand même M. Drapeau qui avait décidé de garder quelques pavillons, qui avait convaincu quelques pays de laisser les pavillons, parce que chaque pays devait rapporter tout ça. Mais pour nous, on en a fait une interprétation de tout ça. On s'est dit que, en démantelant l'utopie,
cet endroit-là où les nations pouvaient vivre ensemble, en fait, en dématérialisant tout ça, ben, peut-être que l'utopie allait devenir réelle. Tu sais. Puis, on pense que dans une époque, justement, où on parle d'ériger des murs, ben, construire des ponts entre les nations, ça peut être très pertinent. Puis, partout sur le chemin de l'histoire, ben, il y a eu toutes ces archives-là qui ont été laissées dans des fonds privés et publics, chez des gens dans leur sous-sol et des fois dans les archives au Canada. Puis maintenant, ben, on essaie de reconstituer le chemin de tout ça. Puis c'est très inspirant quand on se met à puiser là-dedans. Fait qu'en fait, peut-être que l'éphémérité de la chose en a fait quelque chose de peut-être plus grand au bout de la ligne. Tu sais, c'est dur de dire maintenant. Mais on a l'impression, en tout cas, qu'il y a quelque chose de grand encore à découvrir puis à partager. Puis c'est pour ça, en fait, notre engagement jusqu'au bout, puis on tient vraiment à aller jusqu'au bout, puis on a vraiment besoin de votre aide pour y arriver. J'ai ici la dernière question, celle qui va conclure la soirée. D'abord, félicitations, puis merci d'avoir fait ce travail. Moi, je voulais savoir la trame sonore qui l'a réalisée d'entre vous. En fait, c'est une bonne question. Ici, on a quelqu'un qui, en fait, on a deux personnes qui ont des oreilles absolument extraordinaires. Et qui ont écouté. Non, mais moi, j'ai une question pour vous. Ça vient, regardez bien ça. Toutes ces chansons-là viennent, ces pièces musicales-là, viennent de banques, soit d'archives, ou sinon de banques de musique au droit libéré, hein, qu'on appelle. Donc, des fois, c'était des one-hit wonders. Okay? Des fois, ce sont des chansons qui, à l'époque, il y avait des paroles par-dessus, un chant, puis tout ça est enlevé, puis les musiques ont été laissées dans des banques de musique. Parfois, il y en a que l'on connaît, Marc pourra spécifier, que certains avaient peut-être reconnu, mais toutes ces pièces-là ont été enregistrées entre 1962 et 1966. C'est la question que je vous pose. Pour trouver ces musiques-là, combien de chansons pensez-vous qu'on a écoutées? Je suis juste curieux, là, tu sais, comme ça, parce que le nombre est très impressionnant. Qui dit 200? 500? 2000? On a écouté près de 20 000 pièces, rapidement, une à une, en accéléré, pour trouver les bonnes pièces. Oui, c'est vrai, dans le fond, moi puis toi, puis souvent Michel aussi, qui n'est pas là ce soir. Puis on avait un site en ligne pour faire regarder par les époques et par genre. Donc, chaque scène, on cherchait notre musique. Des fois, on l'a remplacé plusieurs fois, mais oui. C'est arrivé. Puis, ça a été une longue écoute, mais au final, on est content de ce que ça donne. Oui. C'est une des premières choses, d'ailleurs, quand on s'est connus il n'y a pas très longtemps, Éric et Bête de l'équipe. En fait, ça a été Éric, mon point de départ. Puis il m'a envoyé le lien. Il dit avant de confirmer que tu programmes le film, je veux que tu le. Moi, je devrais le programmer, même sans l'avoir vu. J'avais une confiance aveugle. C'est une histoire qui me touche, qui me tient. Une des premières choses, je dis, c'est à 37 minutes, j'ai reconnu Hellraiser de Sid Field, qui est une pièce, en fait, que vous avez entendue soit dans Spider-Man, la 2e saison, celle qui était réalisée par Ralph Bakshi, ou la semaine d'après dans Rocket Robin Hood ou Robin Fusée. Donc, il y a 3 pièces que vous avez entendues ce soir, qui sont en vous, qui veillent en vous, vous en rendez pas compte, mais que vous avez entendues dans des vieilles émissions de Spider-Man et de Rocket Robin Hood, qui étaient réalisées, en fait, à Toronto, et eux-mêmes n'avaient pas les moyens de s'acheter des vrais soundtracks. Donc, eux-mêmes avaient déjà, à ce moment-là, eu accès à des banques de données anglaises. Parce que beaucoup des choses que vous avez entendues viennent d'Angleterre. Sid Field, c'est un Anglais qui écrit beaucoup pour la radio de la BBC, pour la télé de la BBC. Bref, je suis un fan, j'en ai déjà trop parlé. Et sur ce, ben écoutez, si jamais vous faites un Director's Cut, je vous réinvite l'année prochaine. Je vous le jure. Je vous remercie à tous d'être restés aussi tard, puis avec une écoute aussi attentive. Ça me touche beaucoup. Mercredi, jeudi prochain, il y a encore des projections extérieures colossales, si vous ne l'avez pas vu. Il porte bien son titre. Et jeudi, Ma vie de courgette. Mais avant de partir, vous arrêtez à la table, vous regardez les t-shirts. Et ceux qui veulent ramener le film avec eux, ils le peuvent. Il est en vente à l'arrière. Merci tout le monde. Bonne soirée.